Donc on l'a vu, dans certaines situations, certains types peuvent être compliqués et ça peut être pénible de se répéter. Je pense notamment au user qui avait une clé first name et last name. Pas très pratique de répéter à chaque fois ce format-là. Donc vous pouvez créer un alias de type qui va permettre d'avoir un mot-clé pour utiliser ce type-là. Donc dans notre cas, si par exemple on veut créer un type qu'on va appeler user, on va commencer par utiliser le mot-clé type qui est spécifique à TypeScript. On met un nom à notre type, en général on le mettra avec une lettre majuscule, et on met égal suivi du type. Et on écrit la même chose que ce que l'on écrivait avant. Donc là je mets que first name est de type string et last name est de type string aussi. Lorsque je souhaite utiliser ce type, par exemple ici, je peux l'utiliser comme ça, comme les types que l'on a de base, style HTML input et tout ça. Donc si je sauvegarde, ça va toujours bien fonctionner. Et si par exemple là, je retire le last name, on va me dire, attention, ça ne correspond pas. Et on me dit, le type first name, donc là on m'explicite le type qui est à ce niveau-là, dans la partie de droite, is not assignable to type user. Et on m'explique pourquoi, c'est qu'il manque ici, enfin, la clé last name. Donc ça, c'est ce que l'on appelle un alias de type. C'est ni plus ni moins qu'un raccourci vers un autre type. Ça peut être intéressant même de faire des alias pour des types basiques pour plus de clarté. Par exemple, quand je pense à une chaîne de caractères qui représente une date, moi j'ai l'habitude de faire un date string. Et je lui dis, c'est quelque chose de type string. L'avantage, c'est que quand j'utilise ça, quand je fais une variable date et que je mets que c'est de type dateString, ça me permet de comprendre quel format j'aurai à l'intérieur. Donc après, effectivement, il faudra mettre un petit peu de documentation et d'explication à ce niveau-là pour expliquer de quoi il en retourne. Mais ça peut être intéressant. Ça peut aussi être utile pour des types d'union. Par exemple, on peut avoir ID, et un ID, c'est soit une chaîne de caractères, soit un nombre, par exemple. Voilà. Donc ces types-là vous permettent de créer des types réutilisables facilement. Par contre, si je sauvegarde et que je regarde le fichier qui ressort, les types sont absolument et complètement effacés, comme le reste des types d'ailleurs, de votre code. Donc tous ces trucs-là que vous mettez, ils ne sont là que pour aider TypeScript à comprendre votre code, mais ils ne seront pas du tout exportés dans le code final. Ça ne va absolument rien donner. Donc ça, c'est bien important de comprendre ça. Alors maintenant, on va parler des génériques. Et vous allez voir, c'est le truc le plus puissant que l'on a au niveau de TypeScript. Alors on va prendre une fonction de base. Par exemple, on imagine qu'on a une fonction qui s'appelle identity, qui ne sert absolument à rien, qui prend un argument, et cet argument, elle le retourne. Donc par défaut, on pourrait se dire, l'argument il peut être de n'importe quel type, donc on va mettre any, et en retour, on va dire que ça retourne any. Si je fais ça, si je fais un const a, alors on va l'appeler AA pour éviter les conflits, égale identity de 3, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que AA ici est de type any. On a perdu le type qui était passé en paramètre parce que lui, il se fie à la signature de cette fonction-là. Et ça, c'est pas du tout pratique. Donc nous, on aimerait bien lui dire, au fait, cette fonction-là, elle prend quelque chose, un type en entrée, et c'est le même type qu'elle va donner en sortie. Donc pour cela, on peut donner des sortes de paramètres à nos types. Donc au niveau de identity, ici, je peux mettre un petit crochet ouvrant et fermant, et donner un nom au type que je vais recevoir. Donc ici, par exemple, je vais lui préciser arg type. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Une convention est d'utiliser une majuscule en première lettre. Maintenant, je lui dirai que l'argument qui sera reçu, il ne sera pas de type any, mais il sera du type de ce truc-là. Et le retour sera aussi de ce truc-là. Maintenant, quand j'utilise cette fonction-là, je peux lui préciser le type que je vais recevoir. Par exemple, je vais lui préciser ici que l'argument que tu vas recevoir sera number. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer ici argtype par number. Il va comprendre que le paramètre ici sera de type number et que le retour sera de type number. Si je regarde ce qui ressort ici, on voit bien que AA est de type number. Si je venais à mettre une chaîne de caractères ici, il me soulignerait une erreur en me disant non. L'argument de type identity doit être quelque chose de type number, sinon ça ne correspond pas. Là où c'est plutôt intéressant, c'est qu'il peut aussi deviner automatiquement ce type. Si j'écris ça, il comprend que l'argument ici qui est passé est un nombre, donc il comprend que argtype est un nombre, et il déduit tout le reste tout seul. Et il va comprendre que AA, c'est même pas de type number, c'est de type 3, parce qu'il comprend que ici, on a quelque chose de littéral, donc on a une valeur 3. Donc il comprend le type de retour. Un autre exemple serait avec un tableau. Imaginons on a une fonction first.
Cette fonction first, elle va prendre en paramètre un argument qui sera du coup un tableau. Donc un tableau, nous pour l'instant, on va faire un type général, c'est un tableau de n'importe quoi, et ça nous renverra n'importe quoi. Et attention, quand on utilise any, c'est pas du tout un bon signe. Donc là, j'aimerais bien lui dire, j'aimerais bien récupérer la première valeur d'un tableau qui contiendrait AZ2, puis AZ2, puis AZ2. À la limite, on va quand même changer les lettres, sinon ça va être un petit peu trop facile pour lui. Là, ce que je peux faire, c'est lui dire que first, ça va prendre en paramètre un type. Ensuite, je vais avoir ici un tableau qui correspond à ce type-là. Et le type de retour sera ce type-là. Et après, j'aurai plus qu'à faire un return de arg0. Je sauvegarde, et maintenant dans cette partie AA, il va bien comprendre que c'est une chaîne de caractères, parce qu'il comprend que le type est chaîne de caractères, vu que c'est un tableau de chaîne de caractères, et il vous retourne bien le bon résultat. Alors il faudra noter aussi que ce type de générique est utilisé dans les fonctions natives. Par exemple, si on recommence à faire un query selector, à ce niveau-là, si je regarde la signature du query selector, on voit que c'est quelque chose qui a un générique, ici, où on peut préciser le type d'élément que l'on recevra en retour. Et on voit que ça nous donne en retour element ici. Donc plutôt que de faire un simple query selector ici, je peux lui dire que c'est un query selector qui renverra un HTML button element. Maintenant, le type de retour ne sera plus element ou nul, ça sera de type HTML button ou nul. Donc il y a pas mal de fonctions qui nativement fonctionnent avec ce système de type générique. Il y a aussi les tableaux d'ailleurs. Donc par exemple, si vous voulez avoir un tableau qui contienne à la fois des chaînes de caractères et des nombres. Ce que j'avais écrit tout à l'heure, c'était quelque chose qui ressemblait à ça. 3 par exemple. Si je regarde le type de AA, on me dit que c'est quelque chose qui est de type chaîne de caractères ou number, et après on met des accolades. Mais ce que l'on peut écrire aussi, c'est un tableau, et entre crochets, on va lui dire c'est des chaînes de caractères ou des nombres. Et là, ça marchera. Donc array, c'est un type générique. Quand on écrit un type, on peut aussi utiliser des génériques. Par exemple, je peux avoir un type que l'on va appeler identity. Je vais lui dire que ça recevra effectivement un arc type, et je lui dirai que ça sera une fonction qui attendra un argument qui sera du type arc type, et qui retournera quelque chose du type arc type. Et là, on a un type qui a un générique. Enfin, la dernière chose que l'on peut faire, c'est utiliser une contrainte au niveau de l'argument ici. Imaginons qu'on a une fonction qui va s'appeler console size. Ça prend un argument qui va du coup avoir une propriété length, et ça fera un console.log de arg.length, et ensuite ça fera un return de l'argument. Si j'essaie maintenant de faire un const abb égale console size de 3, je veux que ça me renvoie une erreur. Donc par défaut, ce type-là, j'aurais tendance à écrire, comme on l'a fait depuis le début, j'écris un type, je lui dis que l'argument est du type, et que ça retourne le même type. On le voit, il me dit non, ça va pas parce que il y a length qui manque. Donc là, je peux lui préciser que ça doit extends d'un objet qui contiendrait une clé length qui serait de type number. Et dans ce cas-là, on voit que ça ne pose aucun problème, on a toujours notre type qui est un générique, mais on a une contrainte dessus, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser 3 à ce niveau-là, il nous dit ça ne va pas, il faut nécessairement que ça soit quelque chose qui ait un argument length. Donc là, si je mets un tableau, ça ne pose plus de soucis. Donc les contraintes, elles permettent de forcer le type du générique et de s'assurer que l'on a quelque chose qui est correct. Alors après, sur la création de type, on a aussi la possibilité d'avoir un type qui dépend d'un autre, et notamment avec les clés. Par exemple, si je veux les clés de l'objet user, je peux faire un type, on va l'appeler P, et on lui dira que c'est quelque chose de type keyOff de user. Et là, on voit que ça fonctionne. On peut aussi avoir un type qui hérite d'un autre type en fonction d'une clé prédéfinie. Je peux ici créer un type que je vais appeler username, et je vais lui dire que son type, c'est user, et je récupère firstName. Et ça, il va me laisser le faire, mais en fait, il va prendre le type qui se trouve dans firstName, et il va me donner chaîne de caractères. Ce qui fait que si demain j'autorise les utilisateurs à avoir un nombre à ce niveau-là, ce type-là sera automatiquement déduit de celui-ci. Donc ça peut être intéressant dans certaines situations. Vous avez keyOff qui permet d'avoir l'ensemble des clés,
Donc si je reviens ici et que je refais keyoff de user, ça me donne un union type qui va contenir l'ensemble des clés, à savoir soit first name, soit last name. Et si j'utilise directement l'accès via une propriété comme ça me donnera le type qui correspond à la propriété. On peut enfin avoir un dernier type qui est un peu plus particulier, c'est typeof qui nous permet d'extraire un type à partir de quelque chose qui existe. Si par exemple je crée une constante directement qui s'appelle user et je lui donne first name, John, je lui donne last name, Doe, et ensuite je lui donne l'âge et il a 32 ans. Si j'ai envie d'extirper le type depuis cette variable-là, je peux faire un type que j'appelle user et je lui dis que son type c'est typeof de user. Alors là il va râler parce que c'est déjà défini en haut, mais automatiquement ça va extraire un type à partir de ce que j'ai là. Donc ça peut être utile si on veut créer des types à la volée à partir de la définition d'un objet. De manière générale, on aura plutôt tendance à définir le type en amont puis l'objet ensuite pour être sûr que l'objet corresponde au type. Si on utilise typeof, le problème c'est qu'un changement dans la forme de l'objet peut changer le type et entraîner pas mal de problèmes. Mais c'est une solution si vous avez des situations où c'est pertinent de le faire comme ça. Vous pouvez avoir des types qui permettent de créer des types à la volée à partir d'une valeur. Donc ce qu'il faut retenir de cette partie-là, c'est qu'on a la possibilité de créer des alias pour se simplifier la vie pour des types qui sont complexes. Donc ça va permettre d'éviter la répétition. Et on a les génériques qui permettent d'avoir des sortes de paramètres dans nos types. Donc on l'a vu, on a la possibilité de créer nous-mêmes nos propres génériques, mais aussi certaines méthodes, comme par exemple les tableaux ou certaines fonctions comme querySelector, sont déjà des génériques et on peut les rendre plus précises en passant des paramètres de type. Certains paramètres peuvent être devinés automatiquement à partir du contexte. Donc on l'a vu lorsqu'on avait utilisé par exemple les tableaux, ils comprenaient ce type-là à la volée et on n'était pas obligé de le préciser. Et ça peut aussi fonctionner dans certaines situations, par exemple un querySelector qui concernerait un tag HTML. Par exemple, si je crée un input et que je lui demande de faire un document.querySelector et que je cherche un input, il va automatiquement comprendre que ça c'est quelque chose de type HTML input element. Donc il y a aussi pas mal d'intelligence que l'on peut rajouter dans les types dynamiques comme ça. Donc j'espère que ce chapitre est clair parce qu'il est pour moi très important vu que c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le TypeScript et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant.